te dévoile, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la journée, la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité et bienvenue en ce 21 février 2025 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui, nous avons 5 sujets à développer, nous allons le faire rapidement et on est déjà très pris par le temps. Et si probablement nous avons du temps, on va laisser la parole aux uns aux autres et si nous n'avons pas, on va essayer de conclure le plus tôt possible. Le premier sujet, c'est un sujet de société où dans une clinique à Abobo, le 18 février 2025, on a découvert un faux médecin. Et ce faux médecin-là, il travaillait dans une clinique dans le quartier d'Anokwakouté à Abobo. Et là-bas, ce qu'il faisait, il faisait même de la gynécologie. Il faisait tout ce qu'un médecin peut faire. Il faisait aussi des avortements. Il se permettait tout. Au point que vous auriez pensé que c'était un vrai médecin. Mais lorsque quelques patients ont remarqué très bien, ils ont su que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et donc, quand ils ont interpellé les autorités qui ont vérifié, on découvre que sa clinique, qui a le nom de cabinet médical des feux tricolores, situé à Anokwakouté à Bobo, est une clinique illégale. Mais en plus de la clinique elle-même, celui qui exerce en tant que médecin dans cette infirmerie est lui-même encore quelqu'un qui n'a aucune formation. Parce que lorsqu'il est pris sur le temps, on lui demande « Mais où tu as été formé ?» Il dit non, que lui, il a été formé sur le tas. Ça veut dire, lui, c'est comme ça dans le vide, lui, il a appris. Puis maintenant, il exerce ça sur les gens. Et donc, les autorités ont fermé la dite clinique, ont fait arrêter l'individu et il va répondre devant la justice des méfaits. Et donc, c'est le lieu de rappeler aux uns aux autres que le monde dans lequel nous vivons est assez dangereux, il faut faire beaucoup attention. Et surtout, il faut prêter attention aux détails. Ne croyez pas à quelqu'un sur le vide. On dit bien qu'on ne juge pas un livre par sa couverture, mais plutôt par son contenu. Et faisons donc beaucoup attention. Et donc, il y a beaucoup de criminels qui sont parmi nous. Certains s'improvisent policiers, certains s'improvisent ce qu'ils n'ont pas la formation de faire. Faisons beaucoup attention parce que c'est nos vies et dénoncer ces personnes encore serait la meilleure manière. Et donc, faisons beaucoup attention. Et comme je le disais la dernière fois, le criminel n'accepte jamais ses crimes. Et ce n'est pas souvent facile. Ça a été la même chose pour les gens d'Israël lorsqu'ils sont venus à assassiner quelqu'un. Au moment d'assumer la responsabilité du crime pour savoir qui a tué, ils ne voulaient pas reconnaître le criminel. Et donc là, c'est là que si vous partez dans le courant, vous verrez, il y a une histoire, la sourate Bakara, c'est-à-dire la sourate la vache. C'est la raison pour laquelle cette même sourate est descendue, pour expliquer que les criminels sont assez dangereux. Et donc, lorsqu'il s'agit de trouver le responsable, on leur a dit envoyer une vache. Et qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette vache-là? Ce qui devrait être fait, je vais très rapidement dans l'histoire, c'est que la vache devrait être tuée et exposée auprès du corps. Et lorsqu'on allait vérifier l'état de pourrissement, de putréfaction de la bête,
on allait avoir les asticots là, allaient indiquer la période à laquelle la personne a été tuée. Et ceux qui étaient à cette période-là, on allait savoir c'était qui. Et donc, pour fuir cette réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on leur a dit d'envoyer une vache, ils disent qu'eux ne savent pas ce que c'est qu'une vache. Est-ce que la vache là, elle doit être vierge? Elle doit avoir un âge moyen? Est-ce qu'elle doit avoir entre 1 an et 2 ans? Qu'eux ne savent pas. On leur dit, c'est simplement une vache que vous devez envoyer. Ils ont insisté, que non, qu'eux ne savent pas. Que parce que vraiment, même les couleurs là, que ça les confond, eux ne comprennent pas. Et que eux, sincèrement, eux n'ont pas envie de faire d'erreur. On dit, bon, comme c'est comme ça là, envoyer une vache qui n'a jamais servi même à travailler dans les champs, et puis envoyer encore une vache d'une couleur jaune. Écoutez très bien l'histoire, envoyer une vache d'une couleur jaune. Et donc, bizarrement, la vache en question n'était pas difficile à trouver. Parce que la vache en question était parmi eux-mêmes, qu'ils utilisaient comme un animal de compagnie. Donc vous avez demandé quelque chose de rare, on vous a demandé quelque chose qui est parmi vous, mais qui sera difficile pour vous de donner. Et quand ils ont donné donc la vache, ils ont donc pratiqué, même dans la médecine légale aujourd'hui, ça se fait, en médecine, quand il y a des crimes, on essaye de regarder l'état de pourrissement et en fonction de la taille des bêtes, on arrive à, des asticots, on arrive à savoir et à déterminer la période. Mais, je le dis, cette histoire que je vous raconte, si tu te bases sur le Coran, c'est deux différentes histoires qui sont racontées. Ce que je viens de vous raconter là, ça, c'est ce qui s'est passé au temps de Moïse. Mais pourquoi ça se retrouve dans le Coran? C'est revenu. Et pour ceux qui veulent vérifier, ça s'est passé au temps de Moïse. Vous partez dans la Bible, le chapitre qu'on appelle Nombre, verset 19, le chapitre 19, verset 1 à 9. Vous allez voir l'histoire là-bas. Il ne donne pas tous les détails comme le Coran le fait, mais vous allez trouver la même histoire là-bas. Et donc, c'est la même chose qui leur est rappelée par le prophète des musulmans, qui leur dit, vous êtes toujours des criminels. Est-ce que vous ne vous souvenez pas quand vous avez tué quelqu'un parmi vous, et puis vous étiez en train de ne pas assumer la responsabilité là. Donc, cette histoire leur a été rappelée par le prophète des musulmans lorsqu'il y a eu une autre affaire à Médine. Et donc, c'est deux histoires qui sont racontées en une qu'il faut comprendre ici. Et la première histoire qui a fait que le prophète leur a rappelé leur mauvais comportement de ne jamais assumer leur crime, c'est, je crois que c'était 2 ans après la guerre de Badr. Les communautés juives qui se trouvaient à Yatrib, qu'on appelle Médine, il y a une dame qui allait pour faire du commerce, pour acheter dans un magasin. Et lorsqu'elle était là-bas, le propriétaire du magasin, par turpitude, a attaché une partie de l'habit de la femme à un objet sans qu'elle ne sache. Et au moment où elle voulait se déplacer, l'habit s'est déchiré et ça a mis la nudité de la femme dehors. Et donc, il y a un autre musulman qui avait vu ça. Quand il est intervenu, il y a eu mort d'homme. Et donc, au moment d'assumer les responsabilités, personne ne voulait assumer, les gens voulaient faire tourner les gens en rond. C'est là maintenant que le prophète des musulmans leur a rappelé l'histoire qu'ils ont fait, le même comportement qu'ils ont eu au temps de Moïse. Il leur a rappelé ce comportement pour leur dire, faites attention, moi là, je ne suis pas seulement la personne que vous voyez, mais je suis quelqu'un même qui connaît votre histoire, parce que c'est Dieu qui me révèle des choses. Et est-ce qu'au temps de Moïse, là, vous n'avez pas tué quelqu'un, et puis vous étiez en train de fuir la responsabilité, et puis vous étiez en train de tourner en rond. Et voici ce qu'on a fait pour découvrir les criminels. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Et donc, assumez la responsabilité de vos crimes. Et donc, pour ceux qui veulent encore plus de détails, si vous voulez vous cultiver dans les livres musulmans, sachez que le chef même de la délégation de ces criminels-là s'appelait Ka'b bin Ashraf. Voilà, pour aller très rapidement. Et il y a des personnes qui m'ont demandé, tu as parlé de Harut et Marut et tu n'as pas donné leur nom. C'est vrai, on n'a pas souvent le temps, mais le nom de Harut, c'était Agé. Et le nom de Marut, c'était Zacharie, fils d'Edo. L'histoire de ce monde-là, il n'y a pas de mystère. Ils avaient mis en place une école de mystère lorsque les Juifs avaient été capturés par Nabuchodonosor et qu'ils avaient été faits esclaves à Babylone et que le temple avait été détruit. Et donc, pour essayer de faire tomber la domination de Nabuchodonosor, ils ont donc créé une école de mystère où les femmes n'étaient pas invitées
à avoir le savoir. Et tous ceux qui étaient initiés dès le début, on leur disait cela. Même les secrets qu'on te donne ici, il ne faut pas informer ta femme. Il faut que ce soit une barrière entre toi et elle. Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient créé cette école-là pour essayer donc de déstabiliser, mais aussi de construire de nouveaux pouvoirs. Donc, celui qui détache et celui qui attache. C'est simplement une caractéristique de ce qu'ils faisaient. Comment monter des complots et aussi comment essayer aussi de monter des stratégies pour mettre des gens au pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à mettre le roi Cyrus au pouvoir à Babylone, qui va finalement les aider à rebâtir le temple. Ceux qui veulent plus d'informations peuvent aller dans Esdras 5. Vous aurez l'histoire là-bas. Ça sera difficile pour vous de comprendre, mais j'ai vraiment corsé et raccourci l'histoire vu qu'on n'a pas le temps. Maintenant, le 18 février 1992, tous ceux qui sont ivoiriens et qui ont vécu à cette période se souviendront, le 18 février 1992, celui qu'on dit qui fait peur au président Ouattara, Laurent Gbagbo, le président Ouattara l'a jeté en prison parce que les mêmes attitudes de banditisme qu'il voulait adopter et penser qu'il serait quelqu'un qui ne va pas subir les conséquences de ses actes, le président Ouattara lui a montré qu'il n'y a pas de nouveauté sous le soleil. Il l'a jeté en prison comme de la manière il l'a fait en 2011. Et donc, parce que Laurent Gbagbo était dans des velléités. Et donc, ceux qui pensent que 2025 sera 2020, détrompez-vous. La seule personne par respect que le président Ouattara ne pouvait pas jeter en prison s'appelle Henri Konan Bédié. Et donc, il est important de leur rappeler que ce n'est pas la CEI qu'ils attaquent n'importe comment là qui fait gagner des élections. Ce qui fait gagner des élections là, c'est quand tu arrives à convaincre les Ivoiriens et puis les Ivoiriens ont leur confiance en toi là, c'est ce qui fait gagner des élections. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est Laurent Gbagbo lui-même ainsi que le Bédié qui le disent ici. La CEI ne fait que ramasser les résultats des votes des Ivoiriens pour venir les donner au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel la proclame. Donc, parce que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui votent. Les listes électorales seraient incomplètes et erronées. Et les cartes d'électeurs, elles aussi, entachées d'erreurs. Certains ne les auraient pas reçues. Le déroulement des opérations électorales elles-mêmes serait insuffisamment entouré de garanties quant à leur transparence et leur régularité. Cela est faux. Toutes les dispositions ont été prises. La discussion qui tourne autour du code électoral n'a rien à voir avec le PDCI. C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'en tient au principe de l'État. Et donc, si vous avez bien entendu ce qui est dit et que vous-même vous êtes d'accord, Bédié est d'accord, Gbagbo est d'accord, pourquoi aujourd'hui vous voulez que ce soit la CEI qui vous fasse gagner des élections et donc il faut jeter le propre sur cette institution? Ça ne passera pas. Ce que vous n'avez pas accepté là, ne demandez pas aux autres d'accepter. Les autres ne l'accepteraient jamais. C'est ça aussi qui est la responsabilité. Hein? Alassane Ouattara n'est qu'à se foutre de lui-même pour vous faire plaisir. Ça, vous vous trompez très mal. La troisième information, c'est au tribunal de Yopougon. Vous vous souvenez, il y a 2 ou pratiquement plus d'une semaine, on vous avait dit que les gens peuvent faire leur demande de certificat de nationalité maintenant sur la plateforme e-justice pour demander leur certificat de nationalité. Et donc, il y a des gens qui faisaient ça. Et quand ils ont fini, au moment d'aller retirer, les gens leur ont demandé de payer 2000. Ça s'est passé le 18 février 2025. Et Dieu merci. Lorsque ces personnes ont rapporté l'information, le ministère de la Justice s'est saisi de l'information pour donner toutes les clarifications. L'extrait des certificats de nationalité, là, le seul paiement légal en ligne, c'est 3000. Une fois que tu as fini de payer tes 3000 là, pour retirer la version physique comme la version électronique, tu n'as rien à payer, c'est gratuit. Maintenant, si tu as des problèmes que tu n'arrives pas à voir, il ne faut pas faire palabre. Il faut taper sur ton email réclamation
@ijustice.ci, tu leur écris pour dire pourquoi j'ai déposé, je ne gagne pas. Ou bien, voilà, j'ai déposé, voilà tel problème. Ils vont te répondre, il n'y a pas palabre dedans. Maintenant, s'il se trouve que tu penses que tu as été victime de malversation ou bien tu as été victime de quelque chose qui n'est pas correct, en ce moment donc, tu peux appeler les numéros suivants pour bien te renseigner et puis dénoncer surtout aussi. Donc, le premier numéro, c'est le 07 59 27 47 67. Le deuxième numéro, c'est le 27 20 32 66 55. Le troisième numéro, c'est le 07 69 16 10 10. Le quatrième et dernier numéro, c'est le 07 69 02 60 60. Donc, n'importe lequel de ces numéros tu vas appeler, tu peux dénoncer et exposer. Et donc, trouver toutes les preuves nécessaires et dénoncer-les. Et l'une des raisons pour lesquelles on est en train de digitaliser, c'est pour couper les intermédiaires qui se faisaient appeler les margouillas. Parce que non seulement ils étaient des gens qui alourdissaient les charges sur nos parents, mais encore, ils s'étaient spécialisés même à falsifier les documents. Et donc, voilà les informations qui sont en vos mains. Voilà comment il faut dénoncer, voilà comment il faut procéder. Le pouvoir est dans vos mains, vous l'utilisez pour vous rendre plus fort. Et dans le même temps, on a aussi vu un malfaiteur, un semeur de troubles, un certain Lasme Claude Casimir. Le même 18 février 2025, il a été mis aux arrêts et il a été condamné à de la prison pour 2 ans. Parce que voici ce qu'il faisait. Il va dans des groupes WhatsApp et il lance des messages pour mettre les communautés en palabre. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. C'est une information que je voulais vous donner. Dans le quartier où je réside, à côté de la grande mosquée de Dabou, dans le courant du mois de février, c'est-à-dire dans ce mois-là, au jour des cultes, des personnes viennent d'Abidjan avec des véhicules plaques jaunes, avec des caisses qu'ils font entrer dans la mosquée. C'est pourquoi je vous demande plus de vigilance. Les ministres viennent nous sensibiliser sur la paix, mais il faut qu'on reste vigilant. En fait, il voulait dire qu'il y a des gens qui viennent les vendredis avec des caisses d'armement pour cacher ça dans les mosquées. Et là, quand c'est comme ça, les athées vont s'attaquer aux musulmans et ça va devenir une guerre communautaire. Mais ce n'est pas étonnant, c'est un vrai militant FPI et ça fait partie de leur formation. Et vous ne vous souvenez pas qu'au temps du FPI, là, il y avait toujours palabre entre les communautés, jusqu'à les autochtones et les allochtones, etc., avec les étrangers, tout. Et chaque fois, c'était les mêmes barons du FPI, là, qui se promenaient pour mettre les gens en palabre. Et après, ils viennent jouer les pompiers. Et donc, lui, il est resté à l'école de ce mensonge-là, mais il s'est fait prendre. Et c'est le 16 février qu'il s'était mis à cette sale besogne-là, l'individu de mauvaise aloi. Et quand il a été pris, il a été jugé comme prévu par les articles 79, 90, 231, 232 et 233 du Code pénal. Il a été condamné à 2 ans de prison avec 500 000 francs d'amende. Et donc, un cafard de moins. Ceux qui sont encore prêts à aller dans cet exercice de la honte, mentir pour pouvoir réussir, venez, la prison vous attend. Surtout qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été récemment libérées. Il y a assez d'espace actuellement. Et donc, la 4e information, c'est la police nationale de la Côte d'Ivoire qui est en train de se préparer pour les élections de 2025. Et donc, depuis le 18 février 2025 jusqu'au 22 février 2025, ils seront à l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro. Et là-bas, ils sont en train de réfléchir, avec le ministre Vagondo, bien sûr, à leur tête, comment ils vont apporter leur part de contribution pour que les élections se passent dans un environnement serein, afin de rassurer les Ivoiriens et afin de maintenir l'intégrité et la stabilité de la Côte d'Ivoire pendant les élections d'octobre 2025. Et donc, le 18, 19, 20, 21, 22, 5 jours, ils vont réfléchir pour mettre leur plan en marche. Et donc, les élections de 2025 auront une particularité. C'est que s'il y a des violences, c'est que la Côte d'Ivoire s'en serait finie. Ça va rester dans la conscience des Ivoiriens que chaque élection, il faut forcément avoir des violences. Mais si on arrive à en finir, parce que derrière ces élections, c'est la fin de toute une génération. Les Alassane Ouattara, les Babo, qu'ils le veuillent ou pas, eux-mêmes, là, après 2025, là, ils ne pourront plus être là. Tout le monde sait ça.
Même si eux-mêmes le veulent, leur corps ne leur permettra pas. Donc, qu'est-ce que chacun veut? Les gens d'Alassane Ouattara, lui, veulent faire des élections où il n'y a aucune violence pour que ça soit le début d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais dans le même temps, les gens des Gbagbo veulent aussi marquer cela par leur héritage de la violence qu'ils ont commencé depuis les années 90. Pour que chaque élection, il faut que les Ivoiriens aient peur et quittent la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce combat-là qui est en train d'être mené. Et donc, ceux qui veulent la violence et ceux qui ne veulent pas la violence. Et donc, parce que c'est ça qui va nous faire rentrer dans une nouvelle Côte d'Ivoire. Et les gens vont utiliser ça à l'avenir pour dire, même en 2025, il y a eu violence. Ou même en 2025, il n'y a pas eu violence. Et donc, toutes les structures de l'État se préparent pour pouvoir vraiment mettre fin à cela. Et donc, c'est la 5e information que je vous donne. Il y a eu une nouvelle plainte annoncée contre Tidjane Thiam pour tromperie et corruption morale. Et donc, c'est une crise en interne au sein du PDCI, le parti dictatorial de la Côte d'Ivoire. Et donc, lors d'une conférence qui s'est tenue le 19 février 2025, Madame Vareli Yapo, voici ce qu'elle a dit. Parce qu'on dit, quand quelqu'un dit quelque chose et que toi-même tu viens dire, c'est deux choses différentes. Mais voici ce qu'elle-même a dit. Gestion actuelle du parti, exigeant la démission pure et simple de M. Tidjane Thiam à la tête de la présidence du PDCI. Déclarant incompétent pour agir les organes mis en place par le président du PDCI issu du congrès du 23 décembre 2023. Interpellant le ministère de l'Intérieur pour mettre de l'ordre dans le PDCI RDA. Portant plainte contre M. Tidjane Thiam pour tromperie sur sa nationalité, pour corruption morale, violation des textes du PDCI-RDA et tuerie envers les congressistes qui l'ont élu. Portant plainte contre la direction par intérim d'alors du PDCI, le collège des vice-présidents d'alors, le comité électoral pour corruption morale, le président honoraire pour complicité portant atteinte à l'honorabilité du parti. L'annulation pure et simple du congrès électif de décembre 2023 et de tous les actes parce que ce congrès est frappé d'irrégularités sur la base des aveux faits par M. Tidjane Thiam lui-même, président illégalement élu du PDCI-RDA. C'est bon ou je rejoue encore? Je crois que ça point, on a bien entendu. Oui, ok. Elle a développé après, après si tout le monde veut écouter. C'est mon inquiétude. On demande un congrès qui démissionne, qui se mette en congé lui-même pour sauver le PDCI-RDA. Qui se mette en congé et qui nous laisse aller élire un nouveau président du PDCI-RDA. Et si ces papiers sont prêts, qu'il revient pour la promotion. C'est un parti démocratique, normalement on fait des débats d'idées, n'est-ce pas? On n'a pas les mêmes positions. Moi aujourd'hui, je demande la démission du président Thiam. On n'a pas les mêmes façons de voir. Alors, forcément. Mais ça ne fait pas de nous PDCI. Bon, je suis PDCI, hein. Mon sang ici est vert, ici c'est blanc. Je suis PDCI RDA, mais je suis quelqu'un de rigoureux. Très bien. Et je dis que les membres du comité électoral, M. Kopli Boni, M. Kakou Gervais, ils me connaissent tous. Ils ont failli, dangereusement failli, parce qu'ils n'ont pas été rigoureux. Alors, le maître Blessy nous dit, donc pendant la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, on a dit sur les antennes d'une télévision que le maître Blessy n'aurait pas dit la vérité. J'ai dit que le président Thiam n'a pas de problème d'éligibilité. Je suis en connaissance du dossier. Je demande aux militants du PDCI-RDA de se rassurer. Le débat sur la nationalité a fait connaître à la Côte d'Ivoire une crise très grave, disait-il toujours, je poursuis. Ceux qui alimentent ce débat ne sont pas légitimes pour le faire. Voici les propos de maître Blessy. Madame Yapo, répondez-vous à cela? Justement, vous êtes un homme de droit. Bien sûr, mais c'est un homme de droit. Ils ont trompé les militants du PDCI-RDA. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas le papier. Ils n'avaient vu aucun dossier de M. Thiam, mais ils ont dit, ils ont rassuré les militants. Tu es quand même expérimenté. Mais ce que je dis, il est expérimenté, il dit qu'il a aucun problème d'éligibilité. Et le président lui-même, il fait une conférence pour faire un aveu. C'est lui-même qui a fait l'aveu.
Tant que c'était dans le secret, personne ne pouvait dire, on était dans le doute, on était dans les rumeurs. Mais lui-même, il fait un aveu pour dire je suis allé déposer mon dossier avec à sa droite M. Maître Blessy. Très bien. Qui a dit aux Ivoiriens que tout allait bien. On termine avec vous, Marius Comoé. Au final, nous faisons le constat qu'au PDCI-RDA, on aime tout ce qui vient de l'étranger. Hier, aujourd'hui avec Thiam, hier avec d'autres acteurs politiques, le PDCI n'a pas en son sein des cadres ivoiriens capables de priver la présidente du parti et le conduire jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Expliquez ce que vous dites. Non, mais en Côte d'Ivoire, vous avez au sein du PDCI de nombreux cadres capables de diriger le pays, le parti après le président Bédier. Oui. Pourquoi êtes-vous allé sur le marché international chercher M. Thiam? Moi, personnellement, je ne suis pas allé sur le marché international. Parce que moi, je dis, consommons ivoirien. Voilà, moi c'est ce que je dis ma rigueur, c'est pareil pour tous. Les tests du parti, je les ai devant moi, on dit pour être PDC, il faut être militaire actif, pour être président, il faut être militaire actif. Très bien, Madame Yapo. Si vous aviez un dernier mot, votre parcours avec vous se termine maintenant. Si vous aviez un dernier mot, que diriez-vous? Ah ben, je dis que, bon, je maintiens ma position, je ne reconnais pas les décisions du conseil de discipline, que je dénonce depuis toujours. Je suis membre du bureau politique jusqu'à bon, jusqu'à ce que le congrès m'exclue officiellement. Très bien. Voilà. Et je demande toujours au président Tidjane Thiam de se mettre à côté pour qu'on ait un congrès ordinaire pour toiletter les tests. Merci beaucoup. Merci nous à profitons en même temps pour inviter le... Et donc, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre, vous ne direz pas que c'est moi-même qui ai inventé les faits. Ceux qui ont déposé la plainte, voici la dame Yapo Valérie qui vous a parlé, vous avez entendu. Et tout ce qu'elle reproche à Tidjane Thiam, elle l'a dit. Corruption, tromperie, nationalité douteuse, tout. Et donc, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de crise au sein du PDCI. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, moi, je vais faire mes commentaires sur l'événement. C'est qu'ici, d'abord, ce qu'il faut savoir, elle n'est pas la seule à avoir déposé une plainte. Il y a M. Kamena Joseph, M. Zerebo Tiemoko Vincent et M. Essolat Demes, ainsi que M. Yapo Abekwa Justin, en plus de Valérie Yapo, c'est tous ceux-là qui ont déposé des plaintes. Et ce sont des secrétaires de section PDCI à Yopougon, à Dimokro, à Dabou, à Boaké. Et ils ont déposé une plainte en justice par voie de commissaire de justice. Ça veut dire qu'ils ont utilisé un huissier pour aller déposer leur plainte. Et donc, ça veut dire que l'affaire sera jugée. Mais ce qui arrive au PDCI là, ce n'est pas quelque chose qui devrait étonner quelqu'un. Quand Tidjane Thiam décide, et le PDCI lui-même décide d'aimer des corps étrangers, eux qui ont fait la promotion de l'ivoirité, aujourd'hui, c'est eux qui nous demandent d'aimer les corps étrangers et eux-mêmes refusent de consommer ivoirien. Tu ne peux pas dire quelque chose son contraire. Mais cette fois-ci, là, le temps qu'ils vont prendre entre le tribunal et puis le siège du PDCI, là, pour faire les va-et-vient, là, ils auront le temps de manger de beaucoup de tiabdiennes, ils auront le temps de manger le bon yassa, ils auront le temps de bien manger le dibier, le mafé, et après, ils vont danser le mbalax, le ngel, le bouragabou, et bien d'autres danses. Quand ils auront fini avec tout ça dans leur siège là, on va leur dire que l'élection est finie. Parce que vous voulez consommer maintenant étranger, il n'y a pas de problème. Faites ce que vous avez à faire. Mais ce que nous retenons et ce que les uns et les autres doivent retenir, c'est que de cette situation-là, le PDCI et Chaka Dian vont sortir discrédités et décrédibilisés. Parce que déjà en mauvaise posture, le peu de crédibilité qui leur restait là, tout ça, ça va tomber. Parce que ceux qui les ont convoqués là, vont pas aller et puis vont dire, ah, on n'a pas de preuves. Donc, à force de titiller, de taper dans le tas là, toutes les petites manigances qui sont au sein du PDCI là, ils seront obligés de les exposer en face du tribunal. Et donc là, ça va les discréditer eux tous et ça va les décrédibiliser. Et ça, nous, on aimerait voir ça et on va comprendre beaucoup de choses. Parce que ce ne sont pas des militants RHDP. C'est entre eux-mêmes PDCI. Et déjà, les mots que Mme Yapo utilise sont des mots assez lourds. Et donc là, elle sera obligée avec ses compères
ses amis de donner plus de détails. Et en donnant plus de détails, on va découvrir tous les cadavres qui étaient cachés. Et donc, ça va les décrédibiliser et ça va les discréditer. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'ils seront obligés d'exposer toutes les manigances devant le tribunal et au grand jour. Et donc là, il y a encore une autre particularité. C'est que ceux qui ont posé la plainte là, eux n'ont rien à perdre. Ils n'ont absolument rien du tout à perdre. Mais Tidiane Thiam et son PDCI ont tout à perdre. Le PDCI, il y a ça. Le PDCI Mafé, le PDCI Tiebdjen, eux, ils ont tout à perdre. Parce que Cassement des Papos qui va avoir lieu là, ça ne sera pas petit. Et là, on attend de voir de nouvelles réalités encore. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le baoulé franco-sénégalais n'est pas au bout de ses peines. Parce que c'est maintenant même que le bouclier même s'amoncelle. C'est maintenant même que des nuages noirs sont en train de s'accumuler sur sa tête. Et donc le PDCI va devenir une cocotte minute comme Caille. Et à tout moment, ça peut exploser. Et si le PDCI explose, finalement, l'enfant prodige, le baoulot sénégalais français, partira avec un électorat en miettes. Et vous allez les voir disperser. Déjà qu'il y a le PDCI Bion qui est là. Ce procès-là risque de mettre fin au PDCI qui sera divisé. Et on va se retrouver avec le vrai PDCI clanisé. Le vrai PDCI Akoué de Yamoussoukro. Le vrai PDCI de Kopli Boni. Le vrai PDCI des tribalistes comme Soumaïla Traoré Bredoumi. Et c'est là qu'ils vont commencer à lire leur. Et donc ils ne seront pas étonnés de leur défaite parce que n'ayant pas de militants. En vérité, ça nous donne une leçon. S'il a été facile pour Chaka Dian d'usurper, de voler la présidence du PDCI à travers la manigance, la malice, le tribalisme, ça ne sera pas la même chose pour lui, pour se mettre à la tête de la Côte d'Ivoire et pour diriger les Ivoiriens. Ça ne sera pas facile. Et ça, je vous donne 3 raisons pour aller rapidement. La première raison, c'est que pour renoncer, comme lui-même il l'a reconnu et que la dame le dit là, pour renoncer à la nationalité française là, ce n'est pas une situation aussi facile parce que ce n'est pas lui qui décide quand il veut que ça finisse. Il y a des gens, ils sont en train de mentir pour dire non, Thiam connaît beaucoup de personnes en France, ça va se passer en 1 minute, c'est faux. C'est faux. Les lois là, aujourd'hui Emmanuel Macron a trop de problèmes pour se faire détester à cause de Tidiane Thiam. Et la justice bananière qu'on fait chez nous en Côte d'Ivoire là, c'est pas comme ça chez les Blancs. Hein? Donc là, cette procédure là, ce n'est pas une procédure banale qui va prendre quelques jours. Ça peut prendre au minimum 6 mois ou même 24 mois. Or, les élections auront lieu le dimanche 26 octobre 2025. Ça, c'est la première raison qui nous permet de douter déjà même de la candidature même de Chaka Dian. La deuxième raison, pour approuver la demande et accepter que les autorités françaises délivrent le décret pour dire que Chaka Dian a perdu la nationalité française là, il faut que Emmanuel Macron signe ce décret-là. Est-ce que ça sera signé à temps? Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, l'article 48 du Code des nationalités en Côte d'Ivoire dit qu'un Ivoirien, si tu perds ta nationalité et que tu veux te réintégrer dans cette nouvelle nationalité, dans cette même nationalité ivoirienne, tu dois faire une demande. Et cette demande-là doit être validée par un décret qui doit être signé par le président de la République. Or, c'est vous qui vous promenez pour dire qu'Alassane Ouattara a peur de Babo, il a peur de Tidjam. Si vraiment il a peur là, donc acceptez d'être logique envers vous. Est-ce que quelqu'un qui a peur de quelqu'un peut aller se livrer à cette personne? Donc, comme Ouattara a peur là, et que c'est lui qui doit signer le décret là pour réintégrer Tidjam Thiam dans la nationalité ivoirienne, tellement il a peur, il ne pourra pas soulever le bic. Hein. Parce que sa main va trembler. Et ça va prendre combien de temps? Parce qu'il aura peur de signer. Et donc là, il y a beaucoup d'obstacles que Tidjam Thiam doit encore lever. Mais bien avant tout ça, en tout cas, le 27 février 2025, ils seront au tribunal. Et pour faire les cassements des papos là-bas, pour dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous, on va chercher les petits détails pour clouer le PDCI. Comme de la manière les Djoula clouent les peaux des moutons quand ils font tabaski là. En tout cas, l'heure de l'amusement est terminée. Et comme je le disais, quel que soit le résultat qu'on aura de ce procès qui va se tenir, qui vont aller pour dire qu'on doit chasser Tidjam Thiam là, quel que soit le résultat là, ça aura des répercussions négatives sur Tidjam Thiam et sur le PDCI.
Parce que ce qu'ils n'ont pas compris là, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis longtemps. Tous les frustrés, même les Gikaouye, tous les frustrés, les Teritano, les Bion là, ne vous trompez pas, ils attendaient Tidjam Thiam autour. Or, Tidjam Thiam ne connaît pas le PDCI. Quand on dit connaître un parti là, c'est connaître les hommes, leur comportement, leur mauvais bon comportement, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tu ne peux pas venir en plein midi, comme si tu viens dans une porcherie pour dire, bon, comme les porcs sont bien nourris là, enlever l'en bas et les vendre. Si tu as pu accepter ça avec les baoulés tribalisés, mais ce que tu as frustré pour pouvoir atteindre le sommet du PDCI là, il faut savoir que toi, le fils de migrants sénégalais qui s'est fait introniser à la tête du PDCI là, ceux qui étaient frustrés là, ils t'attendaient au tournant. Pourtant, l'article 41 des textes même du PDCI précise que le candidat à la présidence du PDCI doit être ivoirien, être de bonne moralité. Est-ce que Tidjam Thiam est de bonne moralité? Les mêmes choses que vous avez dit que Gikaouye est là, qu'il y a des poursuites judiciaires sur sa tête. Mais il y a des poursuites judiciaires aussi sur la tête de Tidjam Thiam. Mais pourquoi vous avez accepté pour Tidjam Thiam et puis vous avez refusé que Gikaouye soit candidat? Donc les gens qui sont autour là, ils se disent, mais non, on ne peut pas lutter tout seul là dans le PDCI là et puis on va sortir zéro. Donc là, on va attendre le bon moment là. Partout où on pourra te mettre du sable dans la machine là, on le fera. Ça ne fait que commencer comme ça. Être à jour de ses cotisations. Chaque agent n'a jamais été à jour de ses cotisations. Avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans. Il n'a jamais été membre du bureau politique pendant 10 ans. S'acquitter de contributions au financement du Congrès, dont le montant est fixé par le bureau politique. Sur tous ces critères, il n'y a pas de problème. C'est sur l'alinéa 1 que Tidjam Thiam est convoqué devant les juges. Les requérants justifient leur action par le fait que l'emploi du verbe doit, en lieu et place de peut, sonne comme une contrainte irréfragable sans possibilité d'alternative. Donc, on attend de voir ce que demain leur réserve. Mais en tout cas, j'espère que ceux qui ont monté le dossier contre Tidjam Thiam, qu'ils ont bien monté le dossier pour pouvoir vraiment ne pas sortir honni de cette affaire-là. Et plus le dossier sera bien monté, et plus Tidjam Thiam et le PDCI vont prendre des coups qui vont les mettre à terre par chaos technique, et ce pour de bon. Et je donne 2 exemples. L'article 41 du PDCI, comme je le disais, dit que le candidat doit avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans. Aucun militant du PDCI ne peut vous dire que Tidjam Thiam a été membre du bureau politique pendant 10 ans. Et en même temps aussi, il a démontré qu'il n'avait pas exclusivement la nationalité ivoirienne. Et ça lui-même l'a dit le 7 février 2025. Il a dit qu'il a la double nationalité. Et donc, c'est un franco-sénégalo-ivoirien qui est à la tête du PDCI actuellement. Et donc, il faut dire que les méthodes du fils de migrants sénégalais sont très nuisibles aux intérêts du PDCI. C'est pas bon. Et ceux qui se plaignent contre lui disent qu'ils utilisent l'article 110 du règlement intérieur des tests du PDCI, qui disent que quand le comportement de quelqu'un est nuisible au PDCI, là, il faut enlever la personne. Donc, ils ne sont pas en train d'évoluer dans le vide. Or, le comportement de Tidjam Thiam de se cacher à ses propres militants, de mentir à ses propres militants, c'est un comportement nuisible. Le fils de migrants sénégalais doit comprendre cela. Et donc, tout naturellement, ça met Thiam en face des difficultés de la politique ivoirienne. C'est maintenant qu'il va comprendre que le milieu politique ivoirien, là, c'est infesté de requins. Est-ce que ce n'est pas le même PDCI qui avait encensé Alassane Ouattara en 1990 jusqu'en 1993? Quand Alassane Ouattara faisait le bon boulot, ils étaient tous contents. Mais c'est le même PDCI qui a jeté Alassane Ouattara de 1993 jusqu'en 2005. C'est le même PDCI là qui a jeté Alassane Ouattara à la vindicte populaire en le traitant de tout et de rien à la fois. Et après encore, c'est le même PDCI. Quand je dis 2005, ça veut dire quand ils sont allés faire leur truc du RHDP là. Maintenant, après, quand ça s'est gâté en 2019 là, c'est le même PDCI encore qui est ressorti encore pour reprendre ces mêmes attitudes. Donc le même Tidjam Thiam, ce qu'ils ont fait à Ouattara là. Il faut savoir que ton tour arrive. Ils vont bien te dire ton nom et ils vont te dire qui tu es et ce que tu vaux. Eux en fait là, ils aiment utiliser les gens. Quand ils ne les arrangent pas, ils se retournent contre toi.
Maintenant, là, c'est ça, c'est toi pour toi qui a commencé comme ça. Donc, on voit que le PDCI s'est transformé en un parti de croque-mort qui utilise les personnes en fonction de ses propres agendas et de ses intérêts, mais qui, une fois que ce parti n'a plus besoin de l'individu, ce parti vomit l'individu et le traite de tous les noms et de tous les crimes de l'Égypte. Et Thiam passera aussi dans cette casserole-là. Ce n'est qu'une question de temps. Mais de toute façon, ce que l'on peut déjà remarquer, c'est que le PDCI est gravement en perte de vitesse. Et le PDCI, en tout cas, pour ma part, a choisi le mauvais cheval. Et depuis 1999, après le putsch, ça n'est fini pour lui. Et ce qui est encore plus intéressant dans l'affaire, c'est que des gens comme les Tidjam Thiam et autres, quand tu parles à ces militants, ils vous disent non, c'est quelqu'un, il a beaucoup appris. Mais disons la vérité aux gens. Tidjam Thiam que vous dites qu'il a beaucoup appris là, c'est quoi il a appris? Parce que quand moi je suis allé, j'ai vérifié. Ce que j'ai vu, c'est que Tidjam Thiam, tout comme Léonold Zinsou, sont des négriers du 21e siècle. Sont des fils, comme disait Frantz Fanon, ce sont des noirs mais à la peau blanche, à l'intérieur, des traîtres. Voilà des gens qui ont participé à mettre en place des stratégies, qui ont réfléchi pour les Européens, pour accentuer la domination économique des Européens sur le continent africain. Et le rapport se trouve au ministère de l'économie et des finances. Et le rapport a été déposé là-bas en décembre 2013. Et pour ceux que ça va intéresser, vous attendrez que je mette le lien. Vous me permettrez de mettre le lien parce que comme on est pris par le temps, on ne pourra pas... Donc, je viens de poster le document. C'est un document de 170 pages. Donc, vous serez d'accord avec moi que je ne pourrai pas quand même lire tout le document. Ok. Donc, je viens de poster le lien sur ma page et je vais aussi poster le lien dans les commentaires. Ok. Je viens de mettre le lien dans les commentaires. Et donc, encore après, je vais aussi poster une deuxième fois et une troisième fois. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez vous inspirer, c'est long. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que quand vous partez à la page 5 et 6 de ce document, voici ce que les traîtres Tidjam Thiam et Léonold Zinsou, quand vous vous dites qu'ils ont étudié, là, mais ils ont mis leur savoir au service de qui? Ils ont mis leur savoir au service du colon, de l'impérialiste. À la page 5 et 6 du document que je viens de poster, qu'est-ce qu'on découvre là-bas? 5 propositions pour remobiliser la France aux côtés d'une Afrique en marche. Pour poursuivre la remobilisation de la France sur le continent africain, le rapport recommande 1. Élargir la zone franc CFA aux pays limitrophes pour en faire un bloc régional et une instance de dialogue économique renforcée. Ils disent que pour que la France puisse dominer l'Afrique là, de la manière Ouattara est en train de lutter pour qu'on fasse écho là, qu'il ne faut pas que les Français vont accepter, hein, que les Français n'ont qu'à continuer à encourager les pays qui sont là, qui n'utilisent pas le franc CFA là, que les Français, pour augmenter leur domination sur l'Afrique là, qui n'ont qu'à demander aux pays qui n'ont pas encore utilisé le franc CFA là, de se mettre dans le franc CFA. Ils disent ça, c'est une première proposition qu'ils font. Deuxième proposition, réinvestir les leviers de l'influence française, relancer les relations administratives et politiques de haut niveau de l'État français vers le continent africain, qu'il faut former des Français avec des stratégies d'influence beaucoup plus efficaces pour comprendre les Africains, pour comprendre comment fonctionnent nos différents systèmes. Et puis, il faut le faire en mettant des hommes qui sont formés à de hauts niveaux de l'État français vers le continent africain. Ce sont les Tidjam Thiam avec les Zinsou là, qui réfléchissent et qui donnent ces idées aux Français contre les Africains. Troisième proposition, définir une politique de détachement dans les enceintes publiques des décisions économiques régionales et multilatérales et mieux mobiliser les Français employés dans les entreprises étrangères présentes en Afrique. Et donc, il faut utiliser les Français qui sont dans des entreprises étrangères mais qui vivent dans les pays africains là. Il faut utiliser, au lieu que
le gouvernement français ou même les officiels français se mettent devant et puis ils vont être critiqués là. Ils n'ont qu'à donc utiliser ces gens-là comme des proxys. Comme ils sont en Afrique, ils ont une bonne connaissance, ils n'ont qu'à les utiliser pour les infiltrer dans les instances économiques sous-régionales africaines. Et comme ça, ceux-là vont donner des renseignements aux Français. Comme ça, ils pourront avoir des informations solides pour essayer de matagraboliser les Africains. Quatrième proposition, relancer la présence économique française sur le continent. Mieux associer la diaspora africaine et les collectivités locales à la politique économique africaine de la France. Et donc, les gens qui sont dans la diaspora, il faut les utiliser pour essayer de venir s'accaparer de l'économie africaine. Comme, en général, ceux qui sont dans la diaspora, souvent, ils ont la double nationalité. Et comme ça, ils seront capables de payer les impôts à la France. Et ils se sentiront obligés vis-à-vis de la France. Et donc, la France pourra les influencer pour que les économies soient accaparées par des gens de la diaspora, mais qui sont en réalité des couvertures pour la France. 6. Un partenariat pour l'avenir renforce la connaissance de l'Afrique par les jeunes générations en favorisant davantage de volontaires internationaux en entreprise en Afrique. Il faut former des jeunes gens et il faut former des personnes qui acceptent volontairement de venir en Afrique pour étudier et connaître profondément les Africains. Et comme ça, ils disent de former beaucoup de Français de ce genre-là qui vont créer un partenariat et ceux-là vont permettre aux autorités françaises de renforcer la connaissance sur les Africains, comment les maîtriser et comment les dominer toujours. Renforcer le réseau économique français et relancer une coopération technique forte sur le continent africain. Et donc, de cette façon-là, ils vont renforcer les réseaux économiques français et ça va leur permettre de donc avoir une domination sur le continent africain. Investir et soutenir les forums d'affaires, les structures de réflexion et de veille sur l'économie africaine afin de structurer et d'actualiser cette relation économique. Organiser en France un grand forum d'affaires annuel franco-africain pour fortifier cette relation. Et donc, on va organiser des forums franco-africains et essayer d'impacter sur le mental de ceux qui sont les hommes d'affaires franco-africains pour qu'ils puissent toujours dominer l'Afrique. Et ceux qui ont fait ce travail-là, et je viens de vous mettre le document, s'appellent Lionel Zinsou, s'appellent Tidjam Thiam et bien d'autres. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de répéter. L'affaire Lionel Zinsou, vous avez vu au Bénin, la même manière, un agent français qui avait été envoyé pour essayer de matagraboliser les Béninois. Aujourd'hui, c'est le tour d'un Sénégalo-Baoulou français de débarquer en Côte d'Ivoire. Et il veut nous prendre comme une ferme de cochons. Les Ivoiriens sont en réalité des porcs. Et lui vient à la dernière heure pour essayer de se servir à la porcherie. Mais il faut dire, en vérité, la Côte d'Ivoire n'est pas là pour accepter toute la merde du monde des déchets intellectuels qui n'ont pas pu se bâtir une réputation en Europe, encore moins dans leur pays d'origine. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un point de chute. Et ça, il faut le leur rappeler. Et c'est important que les gens retiennent cela. Et c'est la même chose aujourd'hui. Tidjam Thiam n'est qu'un élément français, un élément du contrôle de la France sur notre Afrique. Et on veut essayer avec la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi lui-même il se plaît à dire que Emmanuel Macron est son ami. Ce n'est pas ça qui peut te faire gagner une élection. En le disant, il nous démontre qu'il est un agent double de la France. Et c'est pourquoi il a des difficultés à abandonner la nationalité française. Parce que demain, et avec le rapport que je viens de vous lire là, ça prouve que c'est quelqu'un qui va trahir forcément la Côte d'Ivoire. Et donc pour terminer, je vous fais écouter cet audio là pour que les choses soient claires dans la tête des uns et des autres. Bon, pas mieux. Alors, le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, selon l'article 55. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine. Pouvez-vous nous expliquer cette disposition? D'abord, je fais remarquer que d'un point de vue sémantique, donc du point de vue définitionnel, ivoirien de naissance, c'est la même chose qu'ivoirien d'origine. On peut aussi l'appeler, on peut dire aussi que c'est la nationalité d'attribution
par opposition à la nationalité d'acquisition qui est la naturalisation ou l'acquisition de la nationalité ivoirienne par le mariage. Dans notre cas de la Côte d'Ivoire, depuis 1972, la nationalité, c'est une nationalité par filiation. C'est-à-dire qu'on appelle la nationalité du sang, par opposition à la nationalité du sol qu'on avait de 1960 jusqu'à 1972. Donc, pour être assez explicite dans la matière, je voudrais prendre un exemple précis pour que les uns et les autres comprennent. Je prends un couple de Congolais, un homme et une femme. Les deux ont la nationalité congolaise. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ont déjà un enfant. Et ils arrivent en Côte d'Ivoire. Les deux, ni l'enfant, ni les deux Congolais ne peuvent pas prétendre à être candidats à l'élection présidentielle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le couple a un deuxième enfant qui est né sur le territoire ivoirien. Il est certes né sur le territoire ivoirien, mais il ne peut pas avoir la nationalité ivoirienne, il ne peut pas être candidat, parce que c'est le sang, c'est pas le sol. Ils prennent, et eux tous les deux maintenant, le couple, les deux membres, prennent la nationalité ivoirienne. Ce sont des naturalisés. Ils ont un enfant qui naît, donc un troisième enfant qui naît. Celui-ci qui naît est un Ivoirien de naissance. Il est un Ivoirien d'origine, qui a la nationalité d'attribution. Alors que ses parents sont des naturalisés et ses frères sont aussi des naturalisés. Lui, parce qu'il est Ivoirien de naissance, il peut prétendre à l'élection présidentielle. Mais il ne peut pas être éligible parce que ses parents sont naturalisés. Donc il ne peut pas être éligible. Donc il est exclu. À la limite, c'est son fils qui pourrait être éligible. Parce que lui, il est Ivoirien de naissance. Pourquoi? Parce que même si vous avez la nationalité ivoirienne, vos parents ne doivent pas être naturalisés. Donc les naturalisés sont exclus. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est suffisamment clair? J'espère que les téléspectateurs... Oui. Est-ce que le père de Tidjam Thiam, Amadou Thiam, ne s'est pas naturalisé ivoirien? Maintenant, celui qui parle, c'est pas éclaireur, hein? C'est le professeur Ouraga Obou. C'est eux qui ont écrit la constitution de Gbagbo en 2000. C'est eux qui ont écrit la constitution de Dramane en 2016. Donc là, moi je ne vais même pas faire de commentaires, chacun écoute. Mais est-ce que Amadou Thiam là, quand il venait en Côte d'Ivoire là, il avait la nationalité ivoirienne, il s'est naturalisé. Est-ce que lui, son fils Tidjam Thiam là, est-ce que ce que Ouraga dit là, est-ce que vous écoutez bien? À bon entendeur, salut. On continue. Oui, c'est suffisamment clair pour que les gens comprennent que dès lors que, alors à condition que, puisqu'on dit désormais maintenant le père ou la mère, si un des parents est naturalisé, que l'autre est ivoirien d'origine, cela est possible. Alors, je vais revenir sur cet article 55-là, pour que cela soit clair dans l'esprit de tous les téléspectateurs. Le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine, n'est-ce pas? C'est ça. Ça signifie, excusez-moi, ça signifie que si vous avez aussi, vous avez la nationalité ivoirienne, que vous êtes ivoirien de naissance, vous avez pris une autre nationalité, au moment de vous présenter, il faut renoncer à cette nationalité. Il faut renoncer à cette nationalité. Vous renoncez à cette nationalité et vous devenez donc exclusivement ivoirien. Alors nous qui sommes politique, je parle de politique, je suis clair. Donc pour moi, c'est Koulo Alassane Ouattara est candidat, il est présidentiable pour un deuxième mandat de la troisième république. Ce que les gens disent là, moi j'ai rien à cirer dedans
pour moi, c'est clair. On attend la campagne. Alassane Ouattara, s'il veut, il est candidat. S'il veut, il n'est pas candidat. Celui qui veut, il le vote. Celui qui veut, il ne le vote pas. Et puis, les gens de l'opposition, je vous regarde. Je vous regarde. Je vois le PPAC qui est en train de se démêler pour être candidat. Ils ne s'attendent pas au sein de leur parti. Je vois le PPCI qui est divisé. Dion passe ici, Kem passe ici. Chacun division au sein de la classe de l'opposition. Si vous partez comme ça, c'est-à-dire PPAC part, Simon Gbagbo part, PPCI part, PPCI qui est divisé en deux, je vous dis, le RADP va vous battre un coup KO au premier tour. Et gare à celui qui a venu me dire, ils nous ont volé. Si vous êtes unis, on peut réfléchir. Mais si vous êtes désunis comme ça là, ils vont vous battre. Et je mets ma main au feu. Celui qui va se tromper, venir s'asseoir sur les antennes, n'importe où pour dire, c'est nous qui avons gagné, ils ont volé notre victoire, il va me trouver sur ton chemin. Ça veut faire exprès, on vous bat, et puis après vous revenez, on nous a volé. J'ai vu ça à Yopougon ici, où le PDCI et le PPAC se sont divisés. D'abord, ils étaient unis pour l'autre élection à la députation. Et ils ont gagné les députations. Pendant la mairie, ils sont divisés. Et Bitoko les a partis propres. Et c'est maintenant les deux sur lui pour aller porter plainte. C'est ridicule ça. Si les gens de l'opposition en Côte d'Ivoire, ils le font, ils vont nous battre. Et puis c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. On va rapidement écouter l'édito de Mère Blanc. Et après, s'il y a un peu de temps, on va permettre que les uns et les autres s'expriment rapidement. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la très grande classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Au nom de la patrie ». La patrie est une communauté sociale et politique à laquelle l'on appartient et que l'on a le devoir de respecter. En tant que communauté, elle est régie par des règles bien spécifiques auxquelles tout patriote se doit de respecter dans sa quintessence. Ces règles sont régies dans un ensemble de textes juridiques qui ont pour rôle de définir les institutions de l'État. C'est une convention sur laquelle repose l'équilibre du pays. Par conséquent, tout citoyen tendant à fouler au pied la moindre composante de cet équilibre doit être rappelé immédiatement à l'ordre. Tout Ivoirien y est soumis, peu importe son statut social. Le PDCI, en dépit de sa position de grand et vieux parti de la Côte d'Ivoire, s'est fourvoyé malheureusement en voulant se plier aux valeurs d'une petite communauté d'Akoué, qui, si l'on y prend garde, pourrait déstabiliser l'équilibre de notre chère patrie. Dire oui à Thiam comme président du PDCI est délétère, mais il n'engage que vous et votre parti. Mais vouloir l'imposer au peuple ivoirien serait un désastre dans le futur. Si Tidjane Thiam représente le Regent 76 Explorer, le plus beau bateau du monde pour vous, ces repéros, pour nous, il reste une embarcation de fortune qui prend l'eau de partout. Ne nous l'imposez pas. Ce ne serait pas un bon exemple, ni aujourd'hui, ni pour les générations futures. Des balises sont posées, il ne faut pas les détruire. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc, merci pour cet édito. Merci encore d'éveiller la conscience. En tout cas, ce que vous pouvez vous permettre en tant qu'organisation privée, le PDCI, sachez que ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous pourrez imposer cela. Et ça fait partie même du respect des institutions et des textes. Apprenez au moins à être cohérent. Ce que tu fais chez toi à la maison, là, tu ne peux pas faire ça dehors. Et donc, respectez les Ivoiriens. Ce serait mieux pour vous-même et ce serait mieux pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, tous les malheurs qu'on a connus, c'est le PDCI qui a été à la base à cause de ses mauvais choix politiques et de ses mauvais jugements des événements en Côte d'Ivoire. Et donc, il serait utile que le PDCI puisse encore se préserver d'une autre humiliation en étant encore ceux qui vont mettre le feu aux poudres en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va prendre 10 minutes pour permettre aux uns aux autres de s'exprimer rapidement. Ceux qui ont vraiment envie de parler, on va peut-être laisser 3 minutes au maximum
à quelques personnes. Je dis bien 3 minutes pour s'exprimer. Et donc, il y a déjà une première personne. On va lui passer la parole pour qu'elle puisse s'exprimer rapidement en 2-3 minutes. Et on va passer. Et donc, tous ceux qui voudraient s'exprimer peuvent se signaler dès l'instant. On va aller rapidement. Alors? Et bon, bonjour frère. Bonjour cher frère. Donc, on va vous laisser 2 minutes pour vous exprimer. Oh, j'ai une question rapide pour toi, quoi. So, comment se fait-il, je n'arrive pas à comprendre qu'on dit le petit-fils de Houphouët-Boigny. Quelle explication il donne à cela? Parce que je vois aucun lien, quoi. Ok. Oui, il est petit-fils d'Houphouët-Boigny parce qu'il a juste flâné dans le salon d'Houphouët-Boigny. Sinon, tout le monde sait que son père est sénégalais. Tout le monde sait que Mariétou Sow, son père s'appelle Monsieur Sow, bijoutier. Et Houphouët lui-même le dit, il les a adoptés. Oh, ok. Et donc, mais si moi j'adopte un enfant, c'est moi mon enfant. Mais est-ce que c'est un habitant de mon village? Non, non, non. Non, c'est moi je l'ai adopté sur papier, mais c'est mon bon vouloir de l'adopter. Mais ça ne fait pas de l'enfant un habitant de mon village. Parce que les villageois vont dire, est-ce que c'est ton enfant, est-ce que c'est ton sang? Or, tu te souviens qu'actuellement, lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, jusqu'en 1972, de 1960 jusqu'en 1972, on parlait de droit des sols. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui disent, nous, on est nés en Côte d'Ivoire. Ils ont raison. Parce que, à cette époque-là, la Côte d'Ivoire reconnaissait le droit des sols. Si tu es né sur le sol ivoirien, tu étais ivoirien en même temps. Okay. Mais à partir de 1972, ça a changé, c'est devenu le droit des sang. Pour être ivoirien, là, il faut qu'un de tes parents, mais tes 2 parents soient ivoiriens. Vous, Houphouët nous a dit ici qu'il vous a adopté. Et après, son père s'est naturalisé. Et Mariétou Sow, là, le nom Sow qu'elle porte là, c'est le nom de son papa, mais de sa maman. C'est le nom de son papa. Yeah. Et donc, comment est-ce que, depuis quand vous avez vu des baoulés qui s'appellent Sow? Et donc, c'est toute une histoire qu'ils veulent fabriquer de toutes pièces. Alors que Houphouët a accueilli beaucoup de personnes chez lui, qu'il a élevées, mais qui ne font pas de bruit. On peut les présenter à beaucoup de personnes. C'est seulement cette famille-là qui est en train de crier l'esbrouf pour tromper tout le monde. Mais ça, il faut qu'on le dise aux Ivoiriens clairement, de ne pas se laisser tomber dans le piège. Je comprends mieux, non? Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci et excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Alors? Oui. Bonjour, cher mère. On va vous laisser 2 minutes. En tout cas, c'est mieux, j'ai même mon texte là pour demain. Okay. Donc, c'est pour dire bonjour à vous, mon éclaireur, et à toute la classe. Et puis, bon Juma Moubarak à tout le monde. Et puis, voilà, la santé pour tous. Ok, j'ai fini mon éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Okay. Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, Clément, je vais très bien. Merci de me donner la parole. Donc, on vous laisse 2 minutes. Ok, je vais aller vite. Bonsoir à tous les élèves de la classe. Bonsoir à vous-même, éclaireur. 2 minutes. En fait, éclaireur, j'ai une grosse colère aujourd'hui que je voulais faire sortir. C'est concernant certains artistes ivoiriens. Et en fait, je crois que ça fait une semaine. Il y a Imra qui a fait un concert et il y a une dame qui est montée sur scène pour participer et j'ai pas du tout aimé l'accoutrement de cette dame. Alors j'ai besoin d'en parler parce que ça m'est resté en travers de la gorge et je me demande c'est quel modèle d'ivoirien on veut créer. On parle d'ivoirien nouveau, on parle d'émergence, mais j'estime que ça ne colle pas avec ce que j'ai vu. Et cette jeune fille qui nous dit que c'est son style parce que ça vient de la Jamaïque et qu'elle fait du dancehall,
franchement, je vais lui dire qu'elle se revoit. Parce que si jamais elle continue de nous narguer et de se comporter comme elle le fait là, sans gêne, je pense qu'elle va arrêter sa carrière. Parce que moi, je vais en appeler aux députés. Si la loi n'existe pas, alors il faut légiférer en la matière pour qu'on interdise ce genre d'habillement, d'exhibition, de vulgarité sur scène. Parce que ça ne passe pas du tout. Voilà, éclaireur, c'était mon coup de gueule et j'espère qu'on y reviendra. Voilà, merci beaucoup. Le temps est court, je vous laisse. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, cher maître, d'insister sur ce point. Et voilà des gens qui encouragent insidieusement à se faire violer ou bien à donner l'envie aux gens de les violer et demain qui vont s'étonner. Vraiment, faisons beaucoup attention. Je me souviens d'une histoire de Mohamed Ali qui a dit à une de ses filles, j'ai lu ça quelque part dans un journal, une fois, il était dans la saison de donner des cadeaux et il allait payer des cadeaux et il y a un cadeau qui n'était pas emballé. Pourtant, c'était la même chose. Et il a dit à une de ses filles, lequel prendrais-tu? Et elle a dit, mais tout naturellement, ce qui est emballé. Il lui dit, mais est-ce que tu sais ce qui est dedans? Elle dit, non. Mais pourquoi tu vas prendre ça? Elle dit, parce que c'est emballé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme, que tu sois une femme ou un homme, la beauté d'un homme, c'est quand tu sais te préserver. C'est quand tu t'exposes moins. C'est quand tu demeures un peu un mystère. Mais certains ne le comprennent pas. Ils pensent que c'est en s'exposant. Mais en s'exposant, là, tu deviens un objet public. Et c'est dans ça. Sans le savoir, elles donnent même l'envie. Elles enseignent aux gens de violer les femmes à travers leur comportement. Et ça, ce n'est pas bon. Et vraiment, merci beaucoup, cher maître, de révéler ce point-là, en espérant que les gens vont s'en saisir et puis prendre conscience. Vraiment, merci à vous. Je vous en prie, éclaireur. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Donc, c'était Sundiata, le concurrent que nous n'avons pas pu avoir. Et je souhaite aussi lui adresser toutes mes félicitations. Il était avec ses élèves au Salon international de l'intelligence artificielle. Vraiment, cher frère, courage et bravo à toi. Et on attend aussi d'avoir nos génies en herbe pour pouvoir profiter. Et donc, vraiment, bravo à vous pour le travail bien fait. Et donc, notre Sundiata que vous connaissez était parmi ceux qui ont fait des présentations lors du sommet international sur l'intelligence artificielle qui s'est passé à Abidjan. Et donc, il était là-bas avec tous ses élèves. Vraiment, nous remercions vraiment pour cet effort-là. Allô? Allô? Oui, bonjour, le concurrent. Oui, bonjour, cher frère Clara. Avec nos connexions approximatives, là, il n'y a pas de problème. C'est pas facile. Hein? Mais quand vous allez développer l'intelligence artificielle, là, on aura une bonne connexion. Vraiment, ah oui, c'est pour cela qu'on parle d'Internet avec satellite là. Bon, pour le moment, les structures de régulation sont réfractaires, mais ça va venir. Donc, félicitations à toi et puis tes élèves, parce que je vous ai vu au Salon international de l'intelligence artificielle. Et vraiment, merci et bravo à vous. Oui, oui. Voilà, je souhaitais vraiment te dire. Merci beaucoup pour le soutien. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous remercie. Comme le temps presse, nous allons aller un peu plus vite. Il n'y a pas de problème. Alors, le petit banquier préhistorique est controversé. L'homme même qui va enterrer définitivement le PDCI RDA. Ce petit banquier-là, il pense qu'il est quelque part à Podor ou bien à Ziguinchor, en train de manger du tchèp, donc il fait ce qu'il veut. La réalité aujourd'hui, nous allons la dire à tous les Ivoiriens.
Tidiane Thiam, ce qu'il a fait, c'est totalement inacceptable. C'est un forcing, il l'a fait en violation flagrante de toutes les règles du PDC-RDA et il a chassé beaucoup de cas. Donc, fort de cela, les plaintes qui retombent sur lui, là, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous allons insister pour demander à la justice de faire son travail. Si la justice fait correctement son travail, un homme comme Tidiane Thiam ne doit pas faire la politique en Côte d'Ivoire. Voici un usurpateur, un prédateur, un opportuniste fin et un escroc notoire qui a traîné un peu partout en Europe. C'est lorsqu'il a eu les problèmes à Prudential et à Crédit Suisse et que maintenant il doit beaucoup d'argent à ses créanciers. Ne sachant plus où aller, il débarque en Côte d'Ivoire, qui est en réalité un pays d'adoption, pour venir s'aimer la zizanie. Il faut que la Côte d'Ivoire se fasse respecter. Les juges qui vont trancher cette affaire-là, Tidiane Thiam, au moment de prendre la tête du PDC-RDA, n'était pas ivoirien, il était français, ça c'est un. De deux, il ne remplissait pas les conditions des 10 années consécutives ou bien des 10 années, si vous voulez, de bureau politique. Il ne remplissait pas. Il n'était pas non plus à jour de ses cotisations. Parce que tu ne peux pas te lever un jour comme ça, tu viens, tu payes les cotisations de plusieurs années et dis que tu as jour. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Fort de cela, il faut que la justice fasse son travail pour démettre Tidiane Thiam de la présidence du PDC-RDA et pour interdire définitivement à Tidiane Thiam de faire la politique en Côte d'Ivoire. Pour ne pas être long, je m'arrête là, je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci encore pour ce que vous avez dit. Et c'est la même vision que nous partageons. Et nous attendons surtout l'autorité judiciaire et voir comment cette affaire sera traitée. Et ça en dira beaucoup sur l'avenir. Et vraiment, merci infiniment à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. À vous pareillement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne qui est Mère Sali Kone. Merci à vous. Merci de nous avoir fait confiance. Surtout, merci de nous avoir suivis en ce jour. Ça a été très rapide et très condensé. Nous demanderons aux uns aux autres de reprendre l'émission, de resuivre, parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais très condensées. Et donc, reprenez le temps de bien digérer en réécoutant pour vraiment tirer ce qu'il y a de l'essentiel. Merci à chacun et je vous souhaite une excellente soirée. Allô? Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour cher frère, je vais très bien et toi? Dieu merci, ça va. Mais la voix est un peu rock là. I'm telling you, c'est pas à 200% là. Mon a poussé ça, c'est parti. Il n'y a pas de problème. Comment tu vas, cher frère? Je vais très bien. Et vous-même? Alhamdulillah. Alhamdulillah, on se défend. Okay, Dieu merci. Je vais dire, pour ne pas empiéter, je vais aller très vite. Bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de TikTok. Merci pour les cœurs, merci pour tous d'avoir protégé le live. Et ici aussi, bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook. Vraiment, aujourd'hui, Djouma, que Dieu nous garde dans ses grâces et dans sa miséricorde et qu'il fasse de ce Djouma une exhaustion pour tous nos doigts et que toutes nos prières soient acceptées. Mais quand même, moi, il y a une chose seulement qui me plaît, c'est que avec l'histoire de Tidiane Thiam là, tous ceux qui sont dans l'ombre comme Tidiane Thiam, ils vont se ressaisir et puis se mettre en cause et puis se laisser notre Côte d'Ivoire tranquille, quoi. Parce que cette histoire-là, il faut que ce soit clair pour que tous ceux qui sont comme lui se mettent de côté pour laisser les Ivoiriens décider de leur Côte d'Ivoire. Déclarant, je vais m'arrêter là. Que Dieu protège Papa Abdou et tous ceux qui l'entourent. Que Dieu protège tous nos forces de l'ordre qui nous donnent la paix, la sécurité, la sérénité en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci à toi, l'éclaireur, toujours, pour tout le travail que tu fais pour nous. Merci infiniment. Je m'arrête là. Merci infiniment, chère mère. Merci à vous également. Et on va souhaiter que Dieu nous donne toute sa grâce et qu'il nous accorde aussi sa clémence. Merci infiniment et excellente soirée à vous et à toutes les personnes qui nous ont suivis en ces jours. Merci. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup.